J'ai assisté à la fête de révélation du sexe du bébé de ma sœur Julie, elle m'a tendu l'échographie avec fierté en me demandant si elle n'était pas magnifique, je suis radiologue et en regardant l'image mon sang s'est glacé, j'ai pris son mari à part en lui disant que nous devions parler immédiatement car ce n'était pas un bébé. Ma sœur Julie m'a tendu l'image de l'échographie à 14h47 un samedi après-midi, le visage rayonnant de cette joie particulière que seules les futures mères semblent irradier, et a prononcé les mots qui allaient tout changer, n'est-elle pas magnifique? Je suis radiologue, avec 17 ans de formation et de pratique, diplômé en imagerie diagnostique et spécialisé en radiologie obstétrique et gynécologique, j'ai examiné plus de 12 000 échographies au cours de ma carrière et je peux les lire comme la plupart des gens lisent les panneaux de signalisation, automatiquement et sans réfléchir, le traitement de l'information se faisant avant même que mon esprit conscient ne s'engage. Ce que j'ai vu sur ce papier glacé m'a glacé le sang, la forme était fausse, le positionnement n'avait aucun sens, la densité était complètement anormale, ce que Julie prenait pour le profil de son bébé, cette douce courbe du front et du nez qu'elle avait probablement tracé du doigt 100 fois, n'était pas du tout un profil, c'était tout autre chose, quelque chose de solide là où rien de solide ne devrait être. J'ai gardé un visage de marbre, car 15 ans à annoncer de mauvaises nouvelles aux patients m'avaient enseigné cette compétence, on apprend à contrôler ses micro-expressions pour cacher l'horreur qui veut se peindre sur nos traits parce qu'un mauvais regard au mauvais moment peut détruire quelqu'un. Je lui ai demandé où elle avait fait ça et elle a souri, inconsciente du tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine, me répondant que c'était ce nouvel endroit dans la zone commerciale, Éco-Bonheur, qu'il faisait des images 3D et des vidéos souvenirs avec des ours en peluche qui enregistrent les battements de cœur, bien plus sympa que le cabinet du docteur Martin, que les chambres sont décorées comme des crèches et qu'ils offrent du champagne après, enfin du champomis pour elle évidemment. Ce n'était pas un hôpital, pas le cabinet de son gynécologue, mais une boutique de galerie marchande tenue par des gens qui avaient probablement suivi un cours certifiant de 6 semaines et acheté un appareil à ultrasons d'occasion sur eBay. J'ai souri, je lui ai dit que la photo était ravissante et je me suis excusé pour aller aux toilettes, mais au lieu de cela, j'ai trouvé son mari Thomas dans la cuisine en train de boire une bière en cachette avant le grand éclatement du ballon. J'ai dit que nous devions parler maintenant, il a ri, ce rire facile de Thomas qui charmait tout le monde habituellement, me demandant si j'allais encore lui faire la morale sur le régime de Julie parce qu'elle avait mangé des sushis la semaine dernière, mais je l'ai coupé en disant que ce n'était pas un bébé sur cette échographie. La bouteille de bière s'est figée à mi-chemin de sa bouche, son visage a fait cette chose que font les visages quand le cerveau reçoit une information qu'il ne peut pas traiter, un vide momentané comme un écran bleu d'ordinateur. Je l'ai attrapé par le bras et je l'ai tiré dans la buanderie en fermant la porte, les sons étouffés des 50 invités excités filtraient à travers les murs, mais ici, c'était assez calme pour détruire un monde. J'ai dit que la masse sur cette image était solide, gardant ma voix basse et stable même si mon cœur battait à tout rompre, que les bébés ne sont pas solides, qu'ils sont principalement constitués de liquide amniotique, d'organes en développement et d'espace, mais que ce qui était sur ce scan était dense, uniforme et faux, dans la mauvaise position, avec la mauvaise forme et la mauvaise densité. Thomas s'est appuyé contre la machine à laver comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner, toute la couleur avait quitté son visage, il a balbutié qu'elle l'avait senti donner des coups et bouger depuis des semaines. J'ai expliqué que les grosses masses peuvent provoquer des sensations de mouvement, des changements de pression contre les organes, des déplacements intestinaux, que cela ressemble à des coups de pied pour quelqu'un qui n'a jamais été enceinte, mais que c'est la masse qui change de position. Il a demandé ce que c'était et j'ai dit que je ne savais pas exactement, que ça pouvait être un fibrome ou un kyste dermoïde, je ne pouvais pas encore prononcer le mot tumeur tant que nous ne savions pas. J'ai dit que Julie avait besoin d'un véritable scan diagnostique dans un vrai hôpital avec un équipement réel utilisé par de vrais professionnels de la santé ce soir même, pas demain. Les yeux de Thomas se sont tournés vers la porte à travers laquelle nous pouvions entendre Julie rire, sa voix claire et heureuse, il a dit qu'elle allait être dévastée car elle planifiait cela depuis des mois et que la chambre était déjà peinte. J'ai répondu qu'elle allait être en vie et que c'est ce qui comptait, que peu importe ce qu'il y avait là-dedans, cela devait sortir et que plus tôt nous saurions à quoi nous avions affaire, meilleures seraient ses chances. Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information, Thomas était un homme bon, un entrepreneur en bâtiment, pragmatique et orienté vers les solutions, je l'ai vu passer du choc au mode planification en demandant comment nous allions faire car elle n'accepterait jamais de quitter sa propre fête. J'ai dit que nous trouverions une solution mais que d'abord nous devions la laisser faire la révélation, qu'elle méritait ce moment, même si c'était le dernier moment heureux qu'elle aurait pour un certain temps, a-t-il fini pour moi. Nous sommes retournés à la fête, le jardin de la maison de banlieue de Julie et Thomas avait été transformé en un pays des merveilles roses et bleues, des serpentins pendaient de chaque surface, une table gémissait sous le poids de cupcakes décorés de points d'interrogation, de petits fours et d'un gâteau en forme de grenouillère.
Un ballon noir géant flottait au centre du jardin, gonflé d'hélium et de secrets, attendant d'exploser en confetti rose ou bleu. 50 personnes circulaient avec des verres de crément et de l'excitation. Nos parents étaient là, maman pleurait déjà et papa faisait semblant de ne pas être ému, les amis de fac de Julie, ses collègues, les voisins, tout le réseau tentaculaire de gens qui l'aimaient s'était réuni pour célébrer ce nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui n'existait pas. La meilleure amie de Julie, Élodie, après 3 verres de vin, m'a attrapé le bras en passant et m'a dit que c'était incroyable, qu'elle savait que ce serait une fille vu la façon dont Julie portait le bébé bas et rond. Je voulais hurler, je voulais la saisir par les épaules et la secouer en disant que ce n'était pas un ventre de femme enceinte mais une tumeur et qu'elle devait arrêter de parler de choses qu'elle ne comprenait pas, mais au lieu de cela j'ai souri en disant que les décorations étaient belles. Élodie a continué en disant qu'honnêtement Julie avait été un peu cauchemardesque ces dernières semaines, probablement à cause des hormones, ou plutôt de la masse pressant sur ses organes causant des troubles de l'humeur et de la fatigue, symptômes qu'elle avait attribués à la grossesse. Julie est apparue à mon coude, vibrant pratiquement d'excitation, disant que c'était l'heure et que je devais préparer mon téléphone pour les photos. J'ai sorti mon portable, ouvert l'appareil photo et essayé d'arrêter le tremblement de mes mains. Thomas a croisé mon regard à travers le jardin, il ressemblait à un homme marchant vers sa propre exécution essayant de sourire à travers la terreur. Julie et Thomas ont pris position devant le ballon, elle portait une robe d'été blanche à fleurs roses et bleues, neutre jusqu'à ce qu'on sache, et lui une chemise bleue, ils avaient l'air parfaits, heureux et amoureux, mais tout était un mensonge. Julie a levé l'épingle géante en se tournant vers ses invités pour demander si tout le monde était prêt à découvrir s'ils allaient avoir une petite princesse ou un petit prince. La foule a crié 3, j'aurais dû arrêter ça, 2, j'aurais dû dire quelque chose, 1, que Dieu me pardonne. Le ballon a éclaté et des confettis roses ont explosé partout, il a plu comme de la neige, s'accrochant aux cheveux et se posant sur les épaules, dérivant vers l'herbe en spirale douce, tout le monde a crié, applaudi et acclamé. Julie a fondu en larmes, des larmes de joie, belles, dévastatrices et déchirantes, elle a jeté ses bras autour de Thomas et s'est accrochée à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde devenu doux et merveilleux, sanglotant que c'était une fille. J'ai regardé les confettis roses se poser sur l'herbe et j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. 2 heures plus tard, j'ai inventé une excuse, une urgence familiale à l'hôpital, ironique étant donné que la véritable urgence se tenait à 3 mètres de moi en train de serrer sa mère dans ses bras et de parler des couleurs de la chambre. J'ai dit que j'avais besoin que Thomas me conduise car j'avais trop bu pour prendre le volant. Julie a fait la moue comme quand nous étions enfants disant que je partais déjà alors qu'on n'avait même pas coupé le gâteau. Je me suis excusé en promettant de l'appeler le lendemain, elle m'a serré dans ses bras, son ventre pressant contre moi, pas un ventre de bébé je le savais maintenant, juste le gonflement de quelque chose de terrible grandissant en elle. Thomas nous a conduits directement au CHU dans un silence de mort, j'avais appelé à l'avance le docteur Rachel Bernard, chef de l'imagerie obstétrique, collègue et ami depuis 12 ans, pour lui expliquer la situation en termes cliniques rapides pendant que Julie nous faisait signe depuis le porche. Rachel m'avait dit de la mener directement en radiologie, qu'elle aurait une équipe prête pour un bilan complet et que si c'était ce que je pensais, la chirurgie serait en attente. Julie a envoyé un SMS pendant le trajet demandant si tout allait bien car nous avions l'air si sérieux, les mains de Thomas se sont resserrées sur le volant demandant ce qu'il devait lui dire. Je lui ai dit de répondre que nous passions prendre des médicaments pour moi suite à une erreur à la pharmacie, n'importe quoi pour gagner 20 minutes, il a tapé d'une main que tout allait bien et que je devais juste récupérer quelque chose à l'hôpital. Julie a répondu OK et de ne pas oublier le brunch avec sa mère le lendemain, la normalité de la situation était dévastatrice. Ils ont pris Julie en charge 20 minutes après notre arrivée, j'avais dit à Thomas de l'amener aux urgences où je les retrouverais. Julie est arrivée confuse et inquiète demandant ce qui se passait et si j'allais bien car Thomas avait parlé de douleurs thoraciques. J'ai dit que j'allais bien mais que nous devions parler en privé. Le docteur Bernard attendait dans une salle de consultation avec le docteur Marc Vasseur, un gynécologue-oncologue que j'avais demandé par précaution. La confusion de Julie s'est transformée en peur en voyant les médecins assemblés, je lui ai pris les mains qui étaient froides et tremblantes en lui disant que quelque chose n'allait pas, qu'elle devait me faire confiance et les laisser faire une vraie échographie. Elle a protesté qu'elle l'avait déjà faite, mais je lui ai expliqué que l'endroit où elle était allée n'était pas un établissement médical, qu'il n'était pas agréé et que l'image qu'il lui avait donnée n'était pas ce qu'elle pensait. Son visage s'est décomposé quand je lui ai dit qu'il n'y avait peut-être pas de bébé et qu'il y avait peut-être autre chose. Thomas pleurait silencieusement derrière elle. Elle a accepté de les laisser l'examiner, le docteur Bernard a effectué l'échographie personnellement, guidant la sonde sur l'abdomen de Julie tandis que je regardais depuis la porte. L'image est apparue sur l'écran et j'ai vu le visage du docteur Bernard changer, la neutralité prudente glisser juste un instant. La masse avait la taille d'un melon,
solide, dense, indubitable, poussant sur son ovaire gauche comme une planète sombre, ce n'était pas un bébé et ça ne l'avait jamais été. Julie fixait l'écran cherchant quelque chose qu'elle reconnaissait, demandant où était le rythme cardiaque, disant que chez Echo Bonheur elle l'avait entendu à 142 battements par minute. Le docteur Vasseur s'est avancé et a dit doucement qu'il n'y avait pas de rythme cardiaque, que ce qu'il lui avait fait entendre était probablement un enregistrement ou le son du flux sanguin à travers une grosse masse vasculaire, qu'elle n'était pas enceinte et avait une grosse tumeur ovarienne à retirer d'urgence. Julie a mis la main sur son ventre, sur cette bosse à laquelle elle parlait depuis des mois, insistant qu'elle l'avait senti bouger. Le médecin a expliqué que c'était la tumeur qui pressait ses organes internes. Elle m'a regardé, puis Thomas, puis l'écran, chuchotant que je le savais, qu'à la fête j'avais vu la photo et que je savais. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux, disant que je m'en doutais mais que je ne voulais pas détruire son monde sur une intuition et que je devais être sûr. Julie a serré ma main si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les doigts, sanglotant que ce n'était pas juste, qu'elle avait tout fait correctement, pris les vitamines prénatales, arrêté le café, peint la chambre en jaune. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait, Thomas nous tenait toutes les deux, la chirurgie a été fixée pour le lendemain matin. Ils ont retiré une tumeur de la taille d'un petit melon de l'abdomen de ma sœur à 7h34 le dimanche matin, le docteur Sarah Martin, chirurgienne oncologue, a opéré pendant que Thomas et moi attendions. Les résultats de la pathologie sont revenus mardi, bénin, un tératome kystique mature, communément appelé kyste dermoïde, contenant des tissus incluant des cheveux, des dents et de la matière sébacée, grotesque mais pas cancéreux. Julie s'en remettrait physiquement, son ovaire était sauvé et sa fertilité préservée, mais quelque chose d'autre était parti pour toujours. La première semaine a été la plus dure, Julie ne mangeait pas, ne parlait pas, sa psychologue spécialisée en deuil périnatal est venue à la maison et m'a expliqué que c'était un deuil réel et profond, qu'elle pleurait un enfant qui n'avait jamais existé mais qui était réel pour elle. Je suis resté avec eux 2 semaines, dormant dans la chambre d'amis, gérant les appels de la famille confuse qui ne comprenait pas comment un endroit avait pu mentir comme ça. Cette question me hantait, comment quelqu'un pouvait prendre 40 € à une mère pleine d'espoir et lui donner un fantasme déguisé en imagerie médicale. 3 semaines après l'opération, j'ai décidé de découvrir la vérité, j'ai commencé mes recherches sur Echo Bonheur qui opérait depuis 18 mois dans une zone commerciale entre un salon de manucure et un réparateur de téléphone. Leur site web était professionnel, promettant des images 4D et 5D et des souvenirs pour la vie, mais aucune mention de diplômes médicaux, juste des photos de femmes enceintes souriantes. J'ai appelé l'agence régionale de santé et parlé à un inspecteur nommé Jacques-Henri qui enquêtait sur les exercices illégaux de la médecine. Il m'a dit qu'il connaissait ce genre d'endroits qui se disent de l'échographie plaisir ou au souvenir, mais que dès qu'ils donnent des informations sur la santé ou le sexe du fœtus, ils tombent dans le diagnostic médical illégal. Il avait besoin de plaintes documentées, alors j'ai creusé sur les réseaux sociaux, trouvant la page Facebook d'Echo Bonheur avec des centaines d'avis élogieux mais aussi des commentaires inquiétants. Une femme nommée Mélissa disait qu'on lui avait annoncé un garçon alors que c'était une fille, une autre nommée Patricia disait qu'on lui avait dit que son bébé était parfait alors qu'il avait une grave malformation cardiaque, un homme nommé David racontait que sa famille était allée 3 fois et qu'il n'avait rien vu d'anormal alors que le bébé est mort à 24 semaines de problèmes visibles à l'échographie. J'ai contacté chacun d'eux en tant que radiologue, 17 personnes ont répondu en une semaine avec des histoires dévastatrices. Amanda avait appris à 20 semaines que l'un de ses jumeaux n'était qu'un sac gestationnel vide alors qu'on lui avait dit qu'ils étaient 2 en bonne santé. Jennifer avait appris lors de son échographie morphologique officielle que son bébé n'avait pas de cerveau développé alors qu'Echo Bonheur avait dit que tout était parfait. Et il y avait Sarah, 24 ans, première grossesse, à qui Echo Bonheur avait dit que tout allait bien alors qu'elle faisait une grossesse extra-utérine, sa trompe a rompu à 13 semaines et elle a failli mourir d'une hémorragie, sa fertilité définitivement compromise alors que cela aurait pu être vu à l'écran. J'ai apporté tout cela à Jacques-Henri à l'ARS, les témoignages, les dossiers médicaux, les captures d'écran, j'ai aussi amené Sophie Martin, une journaliste de BFM TV spécialisée dans les scandales sanitaires, et mon avocate Catherine, experte en erreurs médicales. L'inspecteur a dit que c'était plus que suffisant pour une fermeture administrative immédiate et une saisine du procureur, j'ai exigé d'être présente lors de la fermeture et il a accepté pour le vendredi matin à 8 h. La propriétaire, Martine Dubois, 53 ans, une ancienne aide-soignante ayant perdu sa licence pour falsification de dossiers, avait acheté son appareil sur eBay et généré plus de 200 000 € de revenus en jouant au médecin. Quand nous sommes arrivés avec la police, elle installait sa boutique au mur rose, elle a pâli quand l'inspecteur lui a signifié l'ordre de fermeture et la convocation au tribunal. Elle a essayé de dire que c'était juste du divertissement,
mais je l'ai interrompu en lui disant qu'elle avait dit à ma sœur qu'elle avait une fille en bonne santé et lui avait fait écouter un faux rythme cardiaque alors que c'était une tumeur qui aurait pu la tuer. Mon avocate a mentionné les 17 familles prêtes à témoigner et l'enregistrement de Sarah prouvant qu'elle donnait des diagnostics médicaux. Martine a demandé un avocat et la boutique a été fermée, les journalistes ont tout filmé, le mur de bébé, les ours en peluche, et m'ont interviewé pour que je dise que l'échographie est de la médecine, pas un spectacle. Le reportage a été diffusé le vendredi suivant et a fait le buzz national, d'autres journalistes ont enquêté et au moment du procès de Martine Dubois, elle faisait face à 14 chefs d'accusation pour exercice illégal de la médecine, fraude et mise en danger de la vie d'autrui. La procureure a livré un réquisitoire implacable, le jury l'a reconnue coupable de tous les chefs d'accusation après 4 heures de délibération, elle a été condamnée à 4 ans de prison ferme et à une interdiction définitive de gérer toute entreprise liée à la santé. Julie a témoigné au procès, racontant à la barre ce que cela faisait d'aimer un enfant qui n'existait pas et de devoir faire le deuil d'un fantasme tout en se remettant d'une opération, disant à Martine qu'elle avait échoué. 6 mois après le procès, j'ai reçu une invitation chez Julie et Thomas, une autre fête dans le jardin mais avec des fleurs jaunes et blanches et un gâteau disant bienvenue à la maison. Julie m'a accueilli, l'air plus sain, et m'a conduite au salon où Thomas tenait un petit paquet enveloppé dans une couverture jaune. Julie m'a dit que c'était Chloé, qu'elle avait 3 semaines et qu'ils avaient finalisé l'adoption la veille. J'ai regardé le bébé, le visage rayonnant de Julie et les larmes de joie de Thomas, elle m'a dit qu'en la tenant pour la première fois elle avait su que c'était elle, qu'elle devait être à eux. J'ai regardé ma sœur tenir sa fille, sa vraie fille, pas un mensonge, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir.